Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons traiter de la Méditerranée occidentale. Et si je voulais commencer par une note d'humour, je dirais que dans un monde en rupture où tout change, il y a quelques sujets qui ne semblent ne jamais changer. Et c'est les relations compliquées entre la France et l'Algérie, entre la France et le Maroc, entre le Maroc et l'Algérie. Et c'est le thème de ce soir, qui va être traité par l'ambassadeur Driancourt, qui nous a fait la joie de revenir après, finalement, assez peu de temps après votre dernier passage, monsieur l'ambassadeur, il y a un an, mais c'est normal parce qu'il y a une actualité, en quelque sorte, comme on dit dans le showbiz. Et l'actualité, on va en parler, c'est bien sûr les élections qui viennent de se passer en Algérie, c'est l'affaire du Sahara occidental qui a repris un élan avec une reconnaissance cet été par le gouvernement français de la souveraineté, de la marocanité du Sahara occidental. Tout ça, l'ambassadeur va nous en parler. Je le présente pour ceux qui, par hasard, ne le connaîtraient pas bien. L'ambassadeur Driancourt est un diplomate qui est rentré, qui a eu une carrière extrêmement riche. Et j'ai quelques points qui me frappent, moi, en tant qu'ancien responsable qui a travaillé un peu dans les relations internationales. En 93, vous avez été au cabinet du ministre des Affaires étrangères qui était Alain Juppé, que vous avez suivi en 95 lorsqu'il est devenu Premier ministre. Oui. Monsieur Barnier était ministre des Affaires européennes, puis ministre des Affaires étrangères à l'époque. Donc vous êtes bien connu de nos services, j'allais dire. Voilà. Vous avez été ambassadeur en Malaisie, donc beaucoup plus à l'est, en 98. Et puis, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, vous avez été 2 fois, ce qui est assez rare, ambassadeur en Algérie. Entre 2008 et 2012, donc pendant les printemps arabes, et qui n'ont pas touché l'Algérie, comme chacun sait, mais c'est quand même une période sensible, notamment au Maghreb. Et entre 2017 et 2020, et là pour le coup c'était pendant le Irak, donc là aussi une période très sensible. Bref, vous êtes un des experts français de ce pays, en tout cas de la diplomatie, des rapports diplomatiques entre l'Algérie et la France. Vous avez publié en 2022 un ouvrage qui est disponible, je ne sais pas s'il en reste encore quelques-uns, mais que vous pourrez éventuellement dédicacer à l'issue de cette conférence, consacré à justement ce passage en Algérie, qui s'appelle L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Voilà, donc je crois que vous avez tous compris que l'ambassadeur Driancourt était l'homme de la situation pour nous parler de ce triangle, l'impossible débat à 3, c'est comme ça que vous avez intitulé votre conférence, entre la France, l'Algérie et le Maroc. Donc sujet important pour la France, important pour ces 3 pays d'ailleurs, et important certainement pour le futur des relations entre la France et le Maghreb dans les années qui viennent. Je vous laisse la parole. Bien, merci Amiral. Merci de cette présentation. Vous avez dit que j'allais parler de l'élection présidentielle, mais comme le débat est plus de l'élection présidentielle algérienne, mais comme le débat est plutôt sur France, Algérie, Maroc, je vais pas aborder la question de l'élection algérienne. On en parlera peut-être dans le débat après, mais je vais me centrer sur cette relation triangulaire France, Algérie, Maroc. L'année dernière, j'étais venu parler de l'Algérie, l'Algérie algérienne. Et à l'époque, recommençait la lune de miel entre le président de la République et l'Algérie. On parlait d'un voyage présidentiel du président Tebboune qui a été reporté à 3 reprises. Il y avait le comité d'historiens présidé par Benjamin Stora. On parlait d'un nouveau traité entre la France et l'Algérie. Et puis, donc voilà, tout allait bien apparemment. Et puis 1 an après, donc aujourd'hui, il y a une nouvelle crise. Mais cette fois-ci, c'est une crise qui est déclenchée par le Maroc, ou en tout cas à cause du Sahara occidental. Donc c'est l'occasion de faire le point sur la relation entre la France et ses 2 anciennes colonies. Alors, je ferai... 3 remarques ce soir. Je vais développer 3 points qui me paraissent importants sur cette question, donc l'impossible débat à 3, France, Algérie, Maroc. Je dirais d'abord que les relations Algérie-Maroc, elles ont
toujours été compliquées. Donc ce n'est pas nouveau ce qui se passe aujourd'hui, elles ont toujours été compliquées. Et dans ce petit ouvrage que j'ai écrit l'année dernière avec un collègue du Quai d'Orsay, historien et directeur des archives, nous avons travaillé sur justement les archives diplomatiques, les archives du Quai d'Orsay, pour examiner comment les pays étrangers, comment nos ambassades et comment les gouvernements étrangers avaient assisté aux événements de l'année 62, c'est-à-dire les accords d'Évian, puis l'indépendance de l'Algérie. Et donc, avec mon collègue Jean Mendelssohn, nous nous sommes partagés le monde. Et moi, j'ai pris plus spécialement, j'ai étudié toutes les archives donc de l'ambassade de France à Tunis et de l'ambassade de France à Rabat, parmi d'autres. Et déjà, on voit à l'époque, je citerai un certain nombre d'exemples tout à l'heure, on voit à l'époque la très grande animosité entre l'Algérie et le Maroc. Et le fait qu'aujourd'hui, Algérie et Maroc sont en très grande difficulté, pour ne pas dire en quasi-guerre, en tout cas guerre verbale, cette animosité, elle est ancienne et elle existait déjà à l'époque. Donc c'est le premier point que je voudrais souligner. Les relations Algérie-Maroc ont toujours été compliquées, et je dirais elles sont compliquées à la fois. Il y a la question des frontières, mais avant même la question des frontières, il y a plusieurs éléments que je crois il faut prendre en compte en France. D'abord, ce sont deux systèmes politiques totalement différents. D'un côté, on a une monarchie millénaire, un roi qui est commandeur des croyants. De l'autre côté, on a une république démocratique et populaire qui a été dès l'origine soutenue par l'URSS. Donc deux systèmes politiques différents, deux modes de colonisation différents, parce que le Maroc n'a jamais été colonisé par les Ottomans. Les Ottomans se sont arrêtés à la frontière marocaine, alors que l'Algérie, elle a été colonisée par les Ottomans d'abord et ensuite par les Français. Le Maroc, lui, n'a été qu'un protectorat, alors que l'Algérie a été non seulement une colonie, mais a été faite de départements français. Enfin, il y a, je dirais, à prendre en compte un élément un peu psychologique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de concurrence entre les deux pays, concurrence Algérie-Maroc en Afrique, au Sahel, où chacun voit son arrière-cour, et puis concurrence vis-à-vis de la France. Il y a chacun, Algérie et Maroc, veut être en quelque sorte le fils préféré de l'ancien colonisateur, le fils préféré ou le partenaire principal, et chacun veut avoir de la part de Paris des privilèges que l'autre n'a pas. Et à cet égard, je donne deux exemples. D'abord, l'accord franco-algérien sur l'immigration algérienne en France, sur l'installation des Algériens en France. J'ai rédigé l'année dernière une note qui a fait grand bruit dans le monde politique, puisque Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Hubert Védrine, Jordan Bardella, Éric Zemmour, etc. ont applaudi des deux mains la publication de cette note de la Fondapol, où je disais en gros qu'il fallait dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Mais pourquoi ? Parce que, alors elle a fait aussi, cette note, elle a fait beaucoup de bruit en Algérie, avec des protestations très fortes de la part d'Alger, qui au contraire revendiquent un régime d'exception pour les visas parce que les Algériens sont d'anciens sujets français. Et je vous renvoie à la déclaration du président Tebboune l'année dernière dans le Figaro, où il disait sous forme de boutade, mais je ne suis pas certain que c'était une boutade, il disait « Vous nous avez colonisé 132 années, donc nous avons droit à 132 années de visa. » La formule était lapidaire, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et encore une fois, ce n'était pas simplement une boutade. Deuxième exemple, un entretien que j'avais eu avec Bouteflika en 2012.
C'était mon dernier entretien avec un Bouteflika qui était encore tout à fait lucide. Et il m'avait dit, je me souviens, il m'avait dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous, Français, vous préférez, ou vous semblez préférer les Marocains, alors que les Marocains, je vous le rappelle, monsieur l'ambassadeur, n'ont jamais été colonisés par vous, ce n'était qu'un protectorat. Nous étions des Français, nous étions un pays qui était des départements français, et s'il devait y avoir une préférence entre les deux, si vous deviez choisir entre l'Algérie et le Maroc, vous devriez choisir l'Algérie qui a été, encore une fois, un département français pendant 132 années. Et lui, Bouteflika, m'expliquait avec une certaine fierté qu'il était né au Maroc, qu'il passait la frontière avec un passeport sur lequel était écrit la formule « français musulman d'Algérie », tandis que les Marocains venaient en Algérie ou en France métropolitaine avec un passeport marocain. Donc c'était toute la différence d'après lui. Donc voilà, il y a c'est le premier point. Je pense ces éléments d'ordre psychologique qui, encore une fois, ne doivent pas être sous-estimés. Deux frères jumeaux, Algérie et Maroc, dont l'un est le fils prodigue, et deux frères qui cherchent tous les deux à se faire bien voir de leur père. Alors, deuxième source de complications entre Algérie et Maroc, c'est évidemment, c'est le point le plus important, c'est la question des frontières. Et la question des frontières n'a jamais été réglée. Pour quelle raison ? Parce qu'encore une fois, si vous regardez la carte de l'Algérie, vous voyez cette forme de l'Algérie qui part des deux côtés, parce que les frontières avaient été tracées par le colonisateur, la France, et la France pensait en quelque sorte que l'Algérie resterait éternellement française, que le Maroc et la Tunisie à l'est, le Maroc à l'ouest, n'étaient que des protectorats qui avaient vocation à être un jour indépendants. Et donc la carte de l'Algérie avait été tracée de manière à repousser la frontière le plus possible vers l'est, vers la Tunisie, et le plus possible vers l'ouest, vers le Maroc. Et c'est pour ça que les régions du sud algérien et à la frontière avec le Maroc, les régions de Béchar et de Tindouf, c'est une région toujours contestée. Le tracé dans le Sahara n'a pendant longtemps pas été fait. La frontière n'était définie que sur 165 kilomètres. Et après, d'après les archives de l'époque, on considérait que le désert était inhabité et qu'il n'y avait pas besoin de tracer une frontière entre Algérie et Maroc. Et c'est seulement en 1952 que la France a intégré au département d'Oran les régions de Tindouf et de Colombéchar à l'époque. Donc la frontière entre Algérie et Maroc était extrêmement floue. Alors, dès 1956, quand le Maroc devient indépendant, il réclame un nouveau tracé des frontières à la France et il cherche à obtenir donc un redécoupage, un nouveau tracé des frontières. Et la France exige alors à l'époque, ou demande à l'époque au roi Mohamed V, de renoncer à soutenir le FLN. Le Maroc, le roi Mohamed V, n'accepte pas cette condition française et la frontière n'est pas modifiée, alors que l'Algérie est encore, en 1956, est encore département français. Donc la France aurait pu encore modifier la frontière. Et finalement, Mohamed V, le roi du Maroc, signe un accord en 1961, donc avant l'indépendance, avant les accords d'Évian. Il signe un accord avec Ferhat Abbas, président du GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne, accord selon lequel la frontière entre les deux pays sera renégociée une fois l'Algérie indépendante. Donc, dès
1956, demande marocaine à la France de rectifier la frontière avec le Sahara. Et dès 1961, accord avec Ferhat Abbas pour renégocier, modifier la frontière après l'indépendance. Donc, on a dès 1956, dès 1961, ce problème considérable entre les deux pays de la frontière. Et là encore, je renvoie à ce livre, donc Alger face à l'étranger, dans lequel j'ai retrouvé dans les archives du Quai d'Orsay, parce que j'ai consulté des cartons et des cartons d'archives, donc les notes datant de l'époque, et je suis tombé sur un compte-rendu extraordinaire rédigé par Maurice Couve de Murville, un compte-rendu manuscrit rédigé par Maurice Couve de Murville et l'ambassadeur de France à Rabat, Roger Sédou, un entretien entre De Gaulle et Hassan II d'avril 1961. Donc la date est avril 1962, pardon. La date est importante parce que avril 1962, c'est un mois après la signature des accords d'Évian, le 19 mars 62, et 2 mois avant l'indépendance algérienne, le 3 juillet 62. Et le général de Gaulle demande à Hassan II, Majesté, comment voyez-vous l'avenir de l'Algérie après l'indépendance en juillet prochain? Et le roi Hassan II demande tout de suite au général de Gaulle, puisqu'il est encore temps, avant juillet 62, vous pouvez encore rectifier les frontières au profit du Maroc. Donc, vous voyez, encore une fois, dès 62, le roi demande la rectification des frontières. Et après, il a une conversation, un entretien avec De Gaulle où il lui dit carrément, le Maroc veut que son voisin soit stable et pacifique, sinon l'Algérie recevra les premiers coups parce que l'Algérie risque d'être le cancer de l'Afrique. Donc Hassan II qui dit cela au général de Gaulle en avril 1962. Donc cette question des frontières, elle est importante, elle ne doit pas être minimisée parce que elle a généré 2 guerres déjà. La première guerre, c'est en juillet 62. En juillet 62, le Maroc profite du bazar, pour ne pas employer un autre terme, du bazar qui se crée en Algérie au moment de l'indépendance et du retour en Algérie de ce qu'on a appelé l'armée des frontières, c'est-à-dire l'armée de libération nationale qui était au Maroc et en Tunisie et qui pénètre en Algérie pour prendre le pouvoir. Hassan II et donc l'armée marocaine profitent de cette période troublée pour envahir la région de Béchar et de Tindouf, essayer de prendre quelques territoires, mais dès juillet 62, les troupes marocaines sont battues par l'armée de libération algérienne et mises en échec par l'ALN, l'armée de libération nationale. En 1963, donc 1 an après l'indépendance de l'Algérie, rebelote, nouveau conflit, nouvelle invasion après une série d'escarmouches, nouvelle invasion par l'armée marocaine du sud algérien, de la région de Béchar à nouveau. Et c'est ce qu'on a appelé la guerre des sables. La guerre des sables, mais qui s'est ensablée, si je peux faire un mauvais jeu de mots, parce que l'armée algérienne refuse évidemment de céder 1 pouce de territoire au Maroc, et l'armée algérienne est soutenue en plus, comme l'Algérie est un pays nouvellement indépendant qui a vaincu la France politiquement, non pas militairement, mais l'Algérie bénéficie d'un appui politique très fort, non seulement dans le monde arabe, mais aussi de la part de l'URSS, de la Syrie, de l'Égypte, est très bien équipée militairement. Et l'Algérie, là encore, remporte la guerre contre le Maroc. Et ce conflit durera plusieurs mois. Elle se termine seulement
en février 1964. Et donc, la question de la révision des frontières est, pour la troisième fois, un nouvel échec pour le Maroc. Donc, voilà. Le premier point que je veux souligner, c'est qu'on a, dès l'origine, et même dès avant l'indépendance de l'Algérie, puisque je faisais référence à ces entretiens de 1956 et de 1961, des relations extrêmement compliquées, tendues entre les deux pays, Algérie et Maroc. Donc le conflit ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas des 10 dernières années, il est très ancien. Encore une fois, il y a la question des frontières, mais il y a aussi tout ce que j'appelais ce substrat psychologique, deux régimes différents, deux pays différents, deux pays qui ont l'un et l'autre un rapport différent avec la France. Et puis, il y a une troisième source d'irritants, comme on dit au Québec, des irritants entre l'Algérie et le Maroc, qui ne sont pas liés directement à la question des frontières, mais qui se sont superposés au fil des années. Il y a eu, alors c'est plus récent, mais ça contribue à aggraver la relation. En 1994, Alger est accusé par le Maroc d'avoir fomenté un attentat à Marrakech, ce qui provoque l'expulsion des Algériens vivant au Maroc, des travailleurs algériens vivant au Maroc, ce qui provoque également la fermeture de la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Donc la frontière officiellement, alors évidemment il y a des tas de trafics qui passent, mais officiellement la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée. Imaginez un peu si la frontière entre la France et l'Italie était fermée ou si la frontière entre la France et l'Allemagne était fermée. Bouteflika, qui revient au pouvoir en 1999, essaye à nouveau de régler le contentieux frontalier avec Rabat, mais n'y parvient pas. Tout récemment, on a eu encore d'autres irritants qui se sont ajoutés à cela. À l'ONU, le représentant marocain a comparé le Front Polisario avec les Kabyles qui veulent prendre leur indépendance vis-à-vis de l'Algérie, ce qui a conduit au rappel de l'ambassadeur d'Algérie au Maroc et à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. En août 2021, il y a eu un événement majeur sur lequel on aura l'occasion sans doute de revenir. C'est le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv et la signature par le Maroc des accords d'Abraham, par lequel le Maroc reconnaît Israël et les États-Unis et Israël reconnaissent la marocanité du Sahara occidental. Donc c'est une grande victoire pour le Maroc, la signature des accords d'Abraham en août 2021. Le sport qui, dans tous ces pays, Maroc et Algérie, joue un rôle fondamental dans la population, eh bien, c'est une source de friction entre les deux pays parce que il y a eu ces derniers temps l'interdiction faite à des joueurs de l'équipe marocaine de football de jouer en Algérie parce que les joueurs portaient un maillot sur lequel il y avait la carte du Grand Maroc, c'est-à-dire le Maroc incorporant le Sahara occidental. Et quand l'Algérie a vu les t-shirts, les maillots de l'équipe marocaine, elle a interdit le match de football. En novembre 2021, l'Algérie a accusé le Maroc d'avoir tué des camionneurs algériens qui traversaient le Maroc et donc les a accusés d'être à l'origine de cet accident ou de cet attentat. Et à l'été 2023, 3 touristes marocains qui faisaient du jet ski à la limite des eaux territoriales marocaines ont été sans sommation froidement assassinés, froidement tués
par la marine algérienne. Donc il y a toute une série d'irritants, de contentieux, de sources de conflits qui sont permanents entre l'Algérie et le Maroc et qui se superposent, encore une fois, à cette question des frontières. Et enfin, tout récemment, c'est il y a 15 jours, dans une réunion de l'ONU à Tokyo, Algérie et Maroc, les délégués algériens et marocains sont venus aux mains et se sont bagarrés, on trouve ça sur les réseaux sociaux, se sont bagarrés physiquement dans une réunion de l'ONU parce qu'au sein de la délégation algérienne, les Algériens avaient camouflé un représentant du Front Polisario dans la délégation algérienne et une fois qu'ils étaient installés, il a mis devant lui un panneau République sahraoui, alors que le Sahara, la République sahraoui n'était pas évidemment invitée par le gouvernement japonais. Donc vous voyez toute une série de frictions entre les deux États et avec aujourd'hui, encore une fois, la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est évidemment la question du Sahara occidental. Parce que le Sahara occidental, aujourd'hui, il est au cœur du conflit entre l'Algérie et le Maroc. La question des frontières s'est déplacée sur la question du Sahara occidental. L'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, dès 1963, a adopté un principe contesté par le Maroc, le principe de l'intangibilité des frontières issues de la décolonisation. C'est-à-dire, les frontières issues de la décolonisation, elles sont peut-être imparfaites, elles passent peut-être au milieu de territoires contestés en Afrique, mais l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, a proclamé donc l'intangibilité des frontières issues de la décolonisation. Et donc, c'est à partir de là que le conflit va se déplacer vers le Sahara occidental. Alors, le Sahara occidental, c'est une ancienne colonie espagnole, riche en phosphate. C'est, considère l'ONU, c'est la dernière colonie d'Afrique. C'est le dernier territoire qui n'a pas été décolonisé. Le gouvernement espagnol, dans les années 70, voulait, voyez bien que le Sahara occidental était là, un territoire contesté, était la dernière colonie ou le dernier territoire colonisé en Afrique. Les décolonisations précédentes, ça avait été la Rhodésie, le Zimbabwe, et puis Mozambique et Angola. Donc il restait le Sahara occidental, et le gouvernement de Madrid voulait essayer de se débarrasser progressivement de ce fardeau qu'il estimait plus guère utile à sa souveraineté. Mais la période qui a été celle de la maladie puis de l'agonie de Franco a fait que le Maroc a profité de cette période pour mettre la main sur le Sahara occidental. Et le Maroc a vu dans le Sahara occidental finalement une occasion de prendre sa revanche sur l'Algérie, puisque Algérie et Maroc n'avaient pas pu rectifier les frontières et que le Maroc n'avait pas pu rectifier à son avantage sa frontière avec l'Algérie. Donc il a essayé, il a profité de cette période de l'agonie de Franco, et encore une fois, le gouvernement espagnol avait d'autres priorités, notamment la transition vers une démocratie, le retour de la prise de pouvoir par Juan Carlos et la transition démocratique, et le gouvernement espagnol finalement a été mis devant le fait accompli. Et ce fait accompli, c'est la marche verte, la fameuse marche verte de novembre 1975, par laquelle Hassan II a mobilisé 350 000 Marocains
pour descendre sur le Sahara occidental et donc a mis l'Espagne devant le fait accompli. On arrive à ce moment-là à la signature, puisqu'il faut bien que ça se termine, on arrive à la signature d'un accord, les accords de Madrid qui sont signés entre le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne, et le Sahara occidental est divisé, le Sahara occidental espagnol est divisé et partagé entre Mauritanie et Maroc, la Mauritanie ayant 20% du territoire et le Maroc 80% du territoire espagnol. Et donc l'Espagne est mise devant le fait accompli et l'Algérie va évidemment en profiter pour créer et soutenir le Front Polisario qui va devenir le représentant du peuple sahraoui. Le conflit aurait pu en rester là, mais en réalité, on assiste aussi à une internationalisation de ce conflit, parce que, encore une fois, c'est le dernier territoire colonisé sur le continent africain. L'ONU et l'OUA avaient proclamé l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Et l'ONU ne va pas accepter, évidemment, l'accaparement et la prise de pouvoir par le Maroc sur le Sahara occidental. Le Maroc promet à ce moment-là, au moment où il y a un cessez-le-feu en 1991 entre le Polisario et le Maroc, le roi du Maroc promet l'organisation d'un référendum d'autodétermination par le peuple sahraoui pour savoir si les Sahraouis veulent devenir indépendants ou veulent être rattachés comme une province marocaine. En avril 91, l'ONU crée à ce moment-là une force des Nations Unies qui s'appelle la MINURSO, donc qui est une force d'intervention des Nations Unies chargée de surveiller les forces militaires en présence et de préparer l'organisation de ce référendum. Et donc la MINURSO, cette force militaire d'intervention des Nations Unies, qui sont des casques bleus, comme il y a au Liban également, qui sont des casques bleus de l'ONU, et cette force est renouvelée chaque année depuis 1991 à l'ONU. Et en même temps, le secrétaire général des Nations Unies lance, pour sortir de ce conflit, lance la nomination d'un représentant spécial pour le Sahara occidental, qui sera d'abord James Baker, l'ancien secrétaire d'État du président Bush père et du président et de Clinton. Donc James Baker est le premier représentant spécial pour le Sahara occidental, qui propose successivement 2 plans pour faciliter le règlement du conflit du Sahara occidental. Le premier plan est rejeté par le Maroc et le deuxième plan Baker est rejeté par l'Algérie. Donc c'est une impasse et on renouvelle régulièrement, tous les 3 ou 4 ans, la nomination d'un représentant spécial. Je crois qu'aujourd'hui c'est Stéphane de Mistura. Ça a été Horst Kohler, l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne. Donc il y a un certain nombre d'envoyés spéciaux qui ont été nommés par le secrétaire général de l'ONU depuis 1991 et qui tous essayent de proposer des solutions, mais rien n'a abouti jusqu'à présent. L'Union européenne s'aligne de son côté sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque l'Union européenne, elle, considère officiellement que le Sahara occidental est un territoire non autonome, c'est-à-dire en fait une colonie, territoire non autonome dont le statut final sera déterminé par le résultat du processus de l'ONU en cours. Donc, formule vague,
formule elliptique où on peut lire tout et son contraire, mais le sens de la position de l'Union européenne, c'est une position anti-marocaine, anti-colonisation marocaine. Et en septembre 2021, donc c'est quand même relativement récent, la Cour de justice de l'Union européenne a annulé 2 accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne parce qu'ils contenaient des produits venant du Sahara occidental. Et la Cour de justice de Luxembourg considère que le Front Polisario est reconnu sur le plan international comme représentant du peuple du Sahara occidental. Donc vous voyez, là, le Maroc est très isolé dans sa position, était très isolé dans sa position sur le Sahara occidental, puisque aussi bien l'Algérie que l'OUA, que l'Union européenne et que l'ONU contestent la position marocaine. En 2020, alors le Maroc a frappé un grand coup avec ce que je vous disais tout à l'heure, donc la signature des accords d'Abraham et la reconnaissance par le président Trump de la marocanité du Sahara occidental. Et donc, à partir de là, à partir de la signature des accords d'Abraham et à partir de la reconnaissance par le président américain du Sahara occidental marocain, les choses vont s'accélérer puisque l'année suivante, en 2022, c'est l'Espagne. L'Espagne, après, vous vous en souvenez sans doute, les difficultés qu'il y a eu à Ceuta et Melilla, où des migrants subsahariens ont traversé la frontière pour passer dans les territoires espagnols. L'Espagne a signé un accord avec le Maroc par lequel elle reconnaît là aussi la marocanité du Sahara occidental. Donc 2020, Trump, les États-Unis et Israël reconnaissent le Sahara marocain. 2022, l'Espagne reconnaît le Sahara marocain. Donc le Maroc, en très peu de temps, qui était complètement isolé, donc encore une fois face à l'ONU, l'OUA et l'Union européenne, le Maroc, depuis 2 ans, a marqué des points sur la scène diplomatique. Et donc, c'est la troisième remarque que je ferai, c'est que la France, dans ce conflit, et donc quelle est notre position et quel rôle joue-t-on et pourquoi nous sommes finalement partie prenante aujourd'hui au conflit. L'objectif du Maroc, c'était, bon, évidemment, les États-Unis et Israël, ce qui est très important. C'était l'Espagne, ce qui est très important, vu les relations entre l'Espagne et le Maroc. Mais l'objectif, le véritable objectif du Maroc, c'était d'obtenir la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental, donc de faire en sorte que la France change de politique et de position vis-à-vis du Sahara occidental. Pourquoi ? Parce que, évidemment, psychologiquement et politiquement, la position de la France, ancien colonisateur, est très importante. Parce que, je disais tout à l'heure en introduction, le profil de la théorie du fils préféré et du fils prodigue, pour le Maroc, c'est important. Et le Maroc souhaite obtenir de son père spirituel, la France, de l'ancien colonisateur, la reconnaissance du territoire marocain. Et surtout parce que la France, non seulement est membre de l'Union européenne, membre influent, membre fondateur de l'Union européenne, et peut entraîner d'autres États à suivre cette démarche, et surtout parce que la France est membre permanent du Conseil de sécurité, lequel Conseil de sécurité a la haute main sur la MINURSO, donc cette force d'interposition envoyée par les Nations Unies. Donc l'objectif véritable du Maroc, c'était certes l'Espagne,
mais c'était surtout la France. Or, jusqu'à présent, jusqu'à l'été, jusqu'au 31 juillet 2024, la France avait une position d'équilibre entre l'Algérie et le Maroc. Et moi, pendant les années que j'ai passées, les presque 8 années que j'ai passées comme ambassadeur à Alger, je devais à chaque fois défendre une position qui était une position, encore une fois, d'équilibre entre Algérie et Maroc. Dans le fond, on se réfugiait derrière l'ONU et chaque année, on votait en faveur de la reconduction, en faveur du renouvellement de la MINURSO. La période Jacques Chirac président a été la plus parfaite période d'équilibre entre l'Algérie et le Maroc, parce que Chirac s'entendait très bien avec Hassan II, très bien avec Mohamed VI, allait passer ses vacances au Maroc, et en même temps, il s'entendait très bien avec Bouteflika. Il est allé 3 fois en Algérie pendant ces 2 mandats. Donc, il y avait un équilibre assez clair entre Algérie et Maroc. Et sur le plan diplomatique, donc, on avait réussi à maintenir une position d'équilibre. Et tout ça a changé cet été, avec où on était brouillé, je vous le rappelle, avec le Maroc. On n'est pas en très bons termes non plus avec l'Algérie. Et à l'occasion de l'anniversaire du roi du Maroc, de la fête nationale marocaine, le président de la République a envoyé une lettre dont les termes très forts montrent un changement radical de position, puisque le président Macron reconnaît, je cite, reconnaît le plan marocain comme la seule base pour aboutir à une solution politique juste. Donc le plan marocain est la seule base, alors qu'avant on disait, dans notre formulation précédente, le plan marocain est une base. Là, on dit le plan marocain, c'est la seule base pour parvenir à une solution politique juste. Et il ajoute, le président Macron, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc les termes sont, en termes diplomatiques, sont très forts. Et évidemment, aux yeux du Maroc, le dernier bastion, le plus important à leurs yeux, le dernier bastion de résistance tombe avec cette lettre. Et du reste, le roi Mohamed VI répond au président de la République. Il lui dit « J'apprécie pleinement le soutien clair que votre pays apporte à la souveraineté du Maroc sur cette partie de son territoire. J'apprécie la fermeté de l'appui français à l'autonomie sous souveraineté marocaine comme issue à ce différend régional, consacrant par là même le plan proposé par le Maroc dès 2007 comme la seule base pour y parvenir. En reconnaissant au Maroc ses titres juridiques et ses droits immémoriaux, la France, écrit le roi, contribue à renforcer la dynamique internationale que portent déjà de très nombreux pays et à mettre ainsi un terme à un conflit hérité d'une autre époque. Donc, la messe est dite, en quelque sorte. Alors, comment expliquer ce changement de posture de la part de la France, et un changement de posture, encore une fois, radical, et qu'on a très certainement négocié avec Rabat avant, et qu'on a également testé auprès de l'Algérie? Comment l'expliquer? Personnellement, bon, je n'ai pas d'explication officielle, mais moi je vois deux explications. D'abord, le Maroc a joué très très subtilement, très très finement. Encore une fois, son objectif, c'était pas l'Espagne, son objectif, c'était que la France, membre du Conseil de sécurité, change de posture sur le Sahara occidental. Et le Maroc a joué très subtilement parce que avant cette date, avant juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc
à Paris. Il y avait eu l'affaire Pegasus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui étaient les écoutes téléphoniques faites par les Marocains, disait-on, de la part vis-à-vis d'un certain nombre de personnalités politiques françaises. Moi-même, en tant qu'ambassadeur en Algérie, j'étais dans la liste des personnalités qui étaient écoutées par les Marocains. Il n'y avait pas d'ambassadeur à Paris et le Maroc a dit à la France, dans le fond, si vous voulez vous réconcilier avec nous, ce sera à nos conditions et il faut que vous reconnaissiez le Sahara occidental comme l'a fait l'Espagne, comme l'ont fait les États-Unis. Donc, le Maroc a encore une fois joué très, très finement dans cette affaire. Et en plus, il a reçu, au mois de mars dernier, le président de la République a envoyé M. Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, qui était auteur au Parlement européen, auteur d'une résolution sur le non-respect des droits de l'homme au Maroc. M. Séjourné est allé à Rabat, expliquer que le Maroc était le meilleur ami de la France, et il a dit que le Sahara occidental est un dossier existentiel pour le Maroc. Donc M. Séjourné est allé, comme on dit, à Canossa dès le mois de mars. Et enfin, il y a cette lettre du 30 juillet. Donc la première raison à ce changement de pied, je pense, c'est effectivement que le Maroc, la diplomatie marocaine a joué très, très finement. La deuxième explication, telle que je la vois, c'est que le président de la République a réalisé qu'il n'y avait rien à attendre de l'Algérie. Et l'année dernière, je vous expliquais à cette même table que les difficultés de la relation franco-algérienne, le président Macron, pendant 7 ans, a fait des sourires au président Tebboune, est allé 2 fois à Alger, est allé signer des tas de choses, a envoyé Benjamin Stora, a créé une commission d'historiens, etc. Mais je crois qu'il a réalisé qu'il n'y avait aucune réponse du côté algérien et que, dans le fond, on a pesé les avantages et les inconvénients Maroc-Algérie et on a topé en faveur du Maroc. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, on a finalement soutenu la position marocaine sur le Sahara occidental. Donc à partir de là, on a une nouvelle crise, évidemment, avec Alger. L'Algérie a rappelé pour la 4e fois son ambassadeur à Paris. Il y a tout un nombre de représailles algériennes, alors évidemment sur les laissez-passer consulaires, mais aussi sur l'absence de délivrance de visa. Mes collègues diplomates qui sont au poste à Alger, les déménagements des gens de l'ambassade qui sont bloqués, etc. Bon, enfin, il n'y a pas de réaction spectaculaire, sauf le rappel de l'ambassadeur une nouvelle fois et la question des OQTF. Alors maintenant, ce sera ma conclusion. Maintenant, que peut-il se passer? Alors, personnellement, bon, je ne suis pas du tout évidemment dans le secret des dieux, mais connaissant un peu le contexte et connaissant les Algériens, moi, je pense que Alger est aujourd'hui en difficulté. L'Algérie est en difficulté. Sur le plan intérieur, les choses ne sont pas terribles, même si le président Tebboune a été réélu avec 95% des voix. Il y a peu de gens et peu de journalistes qui croient réellement qu'il a été élu avec 95% des voix. Donc sur le plan intérieur, les choses ne sont pas formidables. Et puis, en termes diplomatiques, sur le plan international, l'Algérie est très isolée en réalité. L'Algérie est en très mauvais termes avec le Maroc, à l'ouest. L'Algérie subit des revers et des difficultés, y compris d'ordre militaire, au Mali, où les Russes agitent Wagner.
Donc le Mali comme le Niger, c'est l'arrière-cour de l'Algérie. L'Algérie donc est en difficulté au Mali et au Niger. Et à l'est, l'Algérie est en difficulté également avec la Libye, où les troupes du maréchal Haftar sont en train de descendre vers le sud libyen et donc vers le sud algérien. Et les troupes du maréchal Haftar sont soutenues par les Émirats arabes unis, pays avec lequel l'Algérie est également en très mauvais termes. Donc l'Algérie est très isolée diplomatiquement. Et la question, c'est est-ce qu'elle peut ouvrir un quatrième front, c'est-à-dire avec la France? Elle est en mauvais termes avec le Maroc, elle a des difficultés au Mali, elle a des difficultés avec la Libye. Est-ce que l'Algérie peut, aujourd'hui, avec une situation intérieure qui n'est pas formidable, peut ouvrir un nouveau front avec la France et donc aller au-delà des difficultés habituelles sur les OQTF, etc. Parce que, dans le fond, pour reprendre une formule classique, l'ennemi principal, la France, reste le partenaire principal pour l'Algérie. Et donc, l'Algérie, de mon point de vue, je me trompe peut-être, mais l'Algérie ne peut pas aller trop loin dans la dégradation de ses relations avec Paris. Et Alger sait gérer le dossier français, sait jusqu'où il peut aller, sait que la France finira par céder de toute façon. Donc, je pense qu'au-delà des rodomontades et de la gesticulation, l'Algérie n'ira pas plus loin dans sa crise avec la France. Alors, conclusion, je disais moi tout à l'heure à l'amiral, moi je suis quand même très pessimiste et je trouve que on assiste quand même à une sorte d'escalade entre l'Algérie et le Maroc. Et je n'exclus pas complètement un conflit militaire auquel il faut pas songer, mais je n'exclus pas complètement un conflit militaire entre l'Algérie et le Maroc, parce qu'on voit que les relations quand même se sont très fortement détériorées ces dernières années et ces derniers mois. Hier à Paris, j'étais à un petit déjeuner avec Thierry de Montbrial, le président de l'IFRI, qui lui-même rapportait un entretien qu'il avait eu avec le général Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre française, et il avait dit au général Schill, c'est très bien de s'occuper de l'Ukraine et de ce qui se passe à l'est de l'Europe, mais enfin l'armée française devrait s'intéresser et suivre de plus près ce qui se passe au Maghreb, en Algérie et au Maroc, parce que c'est aussi nous, Français, pour nous, Français, c'est notre arrière-cour, et c'est là où il y a un danger. L'Ukraine, c'est bien, c'est important, mais c'est loin, et ça menace d'abord la Pologne, les Balkans, mais la France, nous, c'est le Maghreb et l'Afrique qui est notre première frontière. Et je partage assez ce point de vue. Je trouve que la dégradation des relations en ce moment, y compris sur le plan matériel, militaire, entre l'Algérie et le Maroc, est un très mauvais signal. Et enfin, la deuxième conclusion, qui est ma dernière remarque, je crois qu'il faut surtout éviter que nous, Français, nous soyons instrumentalisés dans ce conflit du Sahara occidental qui n'est pas notre conflit. Algérie et Maroc, je vous le disais tout à l'heure en introduction, ils cherchent chacun à être le faillot vis-à-vis de la France, quoi. C'est celui qui être le fils préféré vis-à-vis de la France. Et nous sommes piégés dans un double tête-à-tête, un tête-à-tête franco-algérien difficile et un tête-à-tête franco-marocain également difficile, même si ce n'est pas du même ordre de difficulté. Mais
il faut éviter de se laisser piéger dans ces deux tête-à-tête, dans la mesure où, et ça c'est l'axe permanent de ma réflexion sur le Maghreb, et notamment sur l'Algérie et le Maroc, dans la mesure où Algérie et Maroc, c'est de la politique étrangère, évidemment, mais c'est aussi de la politique intérieure française, à cause notamment de la question de l'immigration et des communautés marocaines et algériennes en France. Et si il y avait, ce qu'à Dieu ne plaise, un conflit entre l'Algérie et le Maroc, ce conflit se répercuterait en France, évidemment, entre les communautés marocaines et algériennes. Et puis, il y aurait sans doute beaucoup de gens qui, au Maroc et en Algérie, voudraient fuir les territoires en question, leur pays. Donc, voilà, il faut éviter coûte que coûte d'être pris dans ce piège que nous tendent, encore une fois, Algérie et Maroc, et dans ce tête-à-tête qui est très dangereux. Donc voilà, j'ai fait état d'un certain nombre de réflexions et je ne suis pas très très optimiste donc pour la suite. Voilà. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Je voudrais revenir sur les conséquences de la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, notamment en matière de gestion de l'immigration. Effectivement, j'ai lu dans un organe de presse, je crois que c'était dans le journal du dimanche, que Alger, au niveau de la gestion des gens qui étaient sous OQTF, qui avaient vocation à retourner en Algérie, il y avait une problématique sur les laissez-passer consulaires. Vous avez déjà évoqué qui est ancienne, hein, qui est ancienne. Mais il y avait aussi la question que quand les ressortissants étaient présentés à Alger, eh ben les autorités algériennes les refusaient. Oui, c'est exact. Donc bon, je voulais votre point de vue là-dessus d'une part, et d'autre part, j'aurais voulu que vous reveniez éventuellement sur les mesures de rétorsion qu'a pris le gouvernement français. Alors même qu'il ne pouvait avoir la gestion de ces laissez-passer consulaires pour rendre opératives donc les reconduites frontières des ressortissants algériens qui notamment commettaient des infractions en France. Merci. Pardon. Votre deuxième question, c'est quels sont nos moyens de rétorsion ? Oui, d'une part, savoir quels sont les moyens, oui, d'accord, mais aussi savoir s'ils ont été mis en place et s'ils ont connu une efficacité sur cette problématique particulière de l'absence des laissez-passer consulaires par les autorités d'Alger. D'accord, oui. Merci. Alors, conséquence de l'immigration après le Sahara occidental, il n'y a pas de lien direct en réalité. La reconnaissance par la France du Sahara marocain occidental, il n'y a pas de conséquences directes en matière migratoire. La seule conséquence, c'est ce que je disais tout à l'heure, les mesures de rétorsion prises par l'Algérie et donc la non-délivrance de laissez-passer consulaires. Parce que nous avons des Algériens en situation irrégulière. Bon, en général, ce que font les migrants en situation irrégulière, c'est qu'ils commencent par déchirer leurs papiers. Et donc, ils n'ont pas de papiers. C'est pour ça du reste, on parle de sans-papiers. Ils sont sans-papiers et ils sont arrêtés. On établit leur nom, leur prénom. Ils disent je suis algérien, ah non je suis marocain, ah non je suis tunisien, parce que c'est pas toujours facile de reconnaître un marocain d'un tunisien, d'un algérien. Et pour les reconduire dans leur pays, ces gens qui font l'objet d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, il faut qu'ils aient un document, à défaut d'avoir des papiers. Donc ce document, c'est un laissez-passer consulaire. Alors on emmène le monsieur au consulat d'Algérie et on demande au consulat d'Algérie s'il est bien algérien. Il dit non. Il va aller voir chez les Marocains. On va au consulat du Maroc et on demande si la personne en question est bien marocaine. Ah non, il n'a pas l'accent.
marocains allaient voir plutôt chez les Algériens. Et on fait la même chose avec les Tunisiens. Donc, voilà, on a besoin de la coopération de ces pays. Et effectivement, cet été, il y a eu 2 charters de migrants algériens auxquels les consulats d'Algérie avaient accordé des laissez-passer consulaires, donc avaient reconnu leur citoyenneté algérienne. Ces 2 charters sont allés au-dessus d'Alger, à l'aéroport d'Alger, se sont posés, et là, ils n'ont pas pu débarquer les migrants en situation irrégulière parce que les Algériens, bien qu'ayant délivré les laissez-passer consulaires, n'ont pas accepté les Algériens à rentrer sur leur territoire. Donc les gens sont repartis en avion et sont revenus en France et sont dans des centres de rétorsion. Et donc, quels sont les moyens de rétorsion que nous avons du côté français? Nous avons un certain nombre de moyens de rétorsion, mais je réponds à votre question de manière simple. Nous ne les avons pas utilisés, nous ne les utilisons pas. Donc, voilà. Mais nous avons des moyens de rétorsion et c'est ce que, du reste, dans le train ce matin, je faisais une interview dans le journal du dimanche, qui va paraître là ce dimanche, sur la question, non pas de l'Algérie et du Maroc, mais sur la question de l'immigration. Et à un moment, le journaliste me pose la question vis-à-vis celle que vous venez de poser, et je décline les différents leviers dont nous disposons vis-à-vis de l'Algérie, mais nous ne les utilisons pas. Les Algériens le savent. Première question, si vous le permettez. Pourquoi ne les utilisons-nous pas? Et les utiliserons-nous quand même un jour? Qu'est-ce qui permettrait en fait de nous permettre de les utiliser? Et deuxième question en corollaire, qui sort un peu du thème de votre brillant exposé. L'Algérie et la Tunisie, ça en est où? Merci. L'Algérie et la Tunisie, c'est le seul pays avec lequel l'Algérie est en bon terme. Parce que ces 2 régimes se ressemblent plus ou moins. Le régime tunisien devient de plus en plus autoritaire et un peu incontrôlable. Et les relations donc entre Algérie et Tunisie sont pas mauvaises. Sur votre première question, pourquoi nous ne les utilisons pas? C'est une question de volonté politique. Il n'y a pas d'autre réponse. Nous avons les instruments, nous les connaissons. Le plus gros instrument, ce serait effectivement... Parmi les instruments, je cite, il y a évidemment l'accord franco-algérien de 68 qui n'est plus d'actualité. Tout le monde le reconnaît, il est dépassé, donc on pourrait le dénoncer. Il y a un accord qui est un simple échange de lettres entre les 2 ministres des Affaires étrangères qui date de 2007, qui exonère en gros la nomenclature, pour employer un terme, la nomenclature algérienne de visa pour venir en France. Donc ça, si on le dénonçait, ça embêterait, on toucherait au cœur des gens qui viennent en France, qui ont en Algérie un passeport diplomatique et qui peuvent venir en France sans visa, se faire soigner, ou etc., sans visa. Donc ça, ce serait un signal extrêmement fort. Il y a tous les circuits financiers, immobiliers algériens en France. Donc on a des leviers, on les connaît. Et en réalité, nous avons plus de leviers vis-à-vis de l'Algérie que l'Algérie n'en a vis-à-vis de nous. Mais c'est une question de volonté politique, encore une fois. Hier, M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, disait « Ah, je ne peux rien faire vis-à-vis de l'Algérie parce que c'est le Quai d'Orsay qui ne veut pas ». Aujourd'hui, je lis dans le journal, tout à l'heure, sur Twitter, M. Darmanin revendique d'être ministre des Affaires étrangères de M. Barnier. Donc, il sera ministre des Affaires étrangères, il pourra mettre en œuvre ce qu'il reprochait hier au Quai d'Orsay de ne pas faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Monsieur l'ambassadeur, je suis là. Oui. Je vous remercie pour votre intervention. J'avais deux petites questions relatives au Sahara occidental. La première, 40 ans d'annexion, d'intégration au Maroc. Comment est-ce que cela a changé le visage de ce très vaste territoire, d'une part? D'autre part, les militants du Front Polisario, y a-t-il une relève parmi la génération suivante, puisque on peut imaginer que les militants de la première heure commencent à prendre de l'âge, ou bien est-ce que les jeunes Sahraouis sont résignés à demeurer en dehors du Sahara? Est-ce qu'ils ont d'autres projets, d'autres stratégies? Merci. Alors, je ne connais pas suffisamment les Sahraouis pour pouvoir répondre de manière très, très précise à votre question, mais il y a 40 ans d'occupation, vous l'avez dit. Ça veut dire aussi qu'il y a, et c'est le cœur de la question du Sahara occidental, ça veut dire aussi qu'il y a des Sahraouis qui sont restés au Sahara occidental marocain et qui se sont intégrés dans la société marocaine. Un des exemples, c'est, je crois, l'ambassadeur que le roi Mohamed VI a nommé à Madrid il y a quelques années, qui était un Sahraoui, donc un Marocain Sahraoui. Donc il y a des Sahraouis restés au Maroc qui se sont qui ont dit l'indépendance du Sahara occidental, basta, et qui ont joué le jeu en quelque sorte de la marocanité. Mais il y a aussi une autre partie de la population qui est formée de réfugiés dans les camps de Sahraouis, et les camps sont à Tindouf, côté algérien. Et l'Algérie entretient évidemment ces camps, remet une pièce dans la machine à chaque fois, parce que c'est le moyen d'attirer l'attention du monde extérieur sur cette question du Sahara occidental. On dit, vous voyez, il y a des gens qui sont depuis 40 ans dans des tentes en Algérie, à Tindouf. Et donc, il faudrait qu'on règle la question du Sahara occidental, et il faudrait que le Sahara... Ces gens n'attendent qu'une chose, c'est repartir dans leur pays, au Sahara occidental, quand il sera indépendant. Mais ils ont fui leur pays parce qu'ils ne veulent pas être marocains. Donc, voilà, c'est... Le Sahara occidental, ce n'est pas l'Alsace-Lorraine de l'Algérie et du Maroc. C'est un conflit qui est utilisé et qui sert de prétexte et qui se rajoute, de mon point de vue, je ne parle que en mon nom, qui se rajoute à d'autres conflits, encore une fois, plus anciens entre l'Algérie et le Maroc. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. On a 10% de nos importations de gaz proviennent de l'Algérie, je crois bien. Est-ce que dans le contexte de la guerre en Ukraine, est-ce que la dégradation de nos relations là, provoquée par la dernière déclaration de Macron ne risque pas de nous fragiliser et du coup de constituer un levier pour l'Algérie? Non, c'est ce que les journalistes mal informés ont dit il y a 2 ans, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Ils ont dit attention, on va dépendre du gaz algérien. En réalité, nous dépendons à 7% de nos approvisionnements en gaz de l'Algérie. Donc 7%, c'est pas grand-chose. En revanche, l'Italie, elle dépend à quasiment 50% du gaz algérien. Donc Madame Meloni s'est précipitée, non c'était Monsieur Draghi à l'époque, qui était encore président du Conseil italien, dès février 2022, s'est précipité à Alger pour consolider des accords avec l'Algérie pour obtenir du gaz algérien. Mais dans le cas de la France, nous, on est très peu dépendants du gaz algérien. Donc, ça n'entre pas en ligne de compte. En revanche, la question de l'immigration, elle, est fondamentale pour nous, plus que pour l'Italie.
Bien. Eh ben, écoutez, monsieur l'ambassadeur, merci. Deux petites remarques. Une simplement, je vais pas lancer un débat, mais je suis pas tout à fait en ligne avec Thierry de Montbrial. Et je suis pas sûr que l'armée de terre française doit se préparer, devrait se préparer à intervenir sur la rive sud de la Méditerranée pour régler un problème ou des problèmes, parce qu'il y en a, et vous en avez montré un certain nombre, puis il y en a plein d'autres. Et je pense pas que la période soit à ce genre d'opération militaire. On a connu encore récemment, on a vu les limites de ces affaires-là. Et les menaces qui pèsent sont des risques plus que des menaces militaires. Hein. C'est des risques de migration, de terrorisme, de criminalité. Enfin, tout ça, vous l'avez parfaitement bien décrit. Et je suis pas sûr que l'armée de terre ou les armées en général soient le meilleur outil pour régler ce genre de risque. Ceci dit, je lance pas le débat, bien sûr. Et c'est certainement des questions qui seront abordées au RSMed. Et donc, vous aurez l'occasion d'avoir beaucoup plus de temps sur ces sujets-là. Notamment, le chef d'état-major de l'armée de terre aura 1h30 pour parler de la problématique de l'armée de terre et de son engagement dans le futur. La deuxième remarque, je serai très courte, c'est que quand même ce qui est frappant, c'est que, et vous l'avez très très bien expliqué, ces tensions, ces difficultés sont historiques, presque immémoriales, et on est dans un monde figé presque. Et alors que, en ce qui concerne le Maroc, l'Algérie et la France, il y a une espèce les choses sont figées, alors que le monde bouge à une vitesse extraordinaire tout autour. Et donc il y a une tension. Je pense que vous l'avez bien indiqué, les autorités algériennes la ressentent parfaitement, cette tension. Et toute la question, c'est de savoir s'ils pourront rester immobiles, figés, un peu figés dans le passé, alors que tout bouge autour. Ouais. Je pense que c'est un des défis pour les responsables algériens, marocains, et aussi français d'ailleurs. Ouais. Les vieilles recettes ne marcheront plus dans un monde qui est en rupture totale et qui change chaque année et chaque jour presque. Complètement. Oui. C'est pour ça que je disais, c'est pas l'Alsace-Lorraine. Absolument pas. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous et à bientôt.